On donne des solutions, mais on ne sait finalement pas quelles solutions les uns et les autres veulent, en dehors des solutions qui doivent ramener les uns et les autres à la République, à la nation. On a évoqué la mise en œuvre des recommandations, que les recommandations soient transformées en résolutions et que soient mises en œuvre in fine pour qu'on parle effectivement de main tendue, d'une main tendue sincère, pas que nous doutions de la sincérité de la main tendue présidentielle, mais dans le NOSO, on a toujours estimé que tant qu'on ne peut pas passer à la phase exécutoire de ces recommandations-là, on était fondé de penser que le président jouait la montre, qu'il gagnait du temps. Est-ce que c'est votre opinion, Grégoire Ona? Je crois que, d'abord, je vous dirais que le président n'a pas besoin de jouer du temps, de jouer la montre, comme vous dites, pour gagner du temps. Je voudrais d'abord remarquer que nous n'avons pas intérêt à nous accrocher sur certains détails polémiques. Le président de la République fait son discours, il le fait intégralement en français. Ça ne remet pas du tout le bilinguisme du Cameroun en question. Donc faire remarquer que pas un mot d'anglais, c'est nous engager dans une polémique vraiment... Vous êtes bien habillé ce soir en tenue de Sphone. Symboliquement, ça renvoie à cette intégration nationale. Le président aurait pu suivre votre exemple. Est-ce que c'est la tenue qui fait que je suis dans un pays bilingue ou le fait que je mette une phrase ou un paragraphe dans un discours? Ce n'est pas le fait qu'il aille faire ce discours à Bamenda ou à Boya qui enlève la quintessence ou qui en rajoute à ce discours. Je crois qu'il est bon que dans des périodes comme celle que nous traversons en ce moment, que nous évitions vraiment des polémiques que j'estime qui nous entraînent dans des choses qui ne sont pas très utiles, pas nécessaires. Alors moi, je voudrais dire d'abord que je me réjouis de la sérénité qui a caractérisé, à mon humble avis, le discours du président et la courtoisie dans laquelle il nous entraîne, l'assurance avec laquelle il a parlé des problèmes qui sont des vrais problèmes qui se posent, et lorsque il rappelle qu'il a tendu la main, je crois que c'est important. Après un certain temps, je ne suis pas sûr que cette main va continuer à rester tendue. Et va sortir les muscles. Je ne sais pas, mais il est quand même temps que ce qui a été fait puisse être reconnu et puisse nous faire entrer dans la période de la paix, que nous puissions vivre la sérénité que mérite un pays comme le Cameroun. Est-ce que ça veut dire, Grégoire Ona, que la mise en œuvre du code de la décentralisation adopté et puis promulgué par le président de la République va se faire très rapidement? Parce que si on pense à sortir... Alors, il faut d'abord savoir que les choses qui sont décidées par un gouvernement, qui sont décidées par le président de la République, ne peuvent pas se mettre en œuvre en un jour. Donc, il faut qu'on voit ces choses se mettre en œuvre, parce que les étapes qui ont été franchies sont des étapes fondamentales. Il a fallu que le président soit à l'écoute, qu'il accepte, qu'il envoie tout cela au Parlement. Et je dois dire que quand on observe la vie politique, quand on lit l'histoire politique du Cameroun, on peut dire que ce code sur la décentralisation est une des lois qui est allée très vite. Ce n'est pas un reproche, au contraire, les Camerounais en redemandent. Mais maintenant que la loi est là, il faut qu'on la laisse produire ses effets. Il faut que les gens acceptent de travailler. Et là, je voudrais dire que le travail, il faut le voir. Et c'est la question que posait le ministre Ambassa me paraît fondamentale. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour arriver à ce qu'on veut que par le travail? Il n'y a pas un autre moyen. Il faut que les Camerounais se mettent au travail, qu'on accepte d'implémenter
les décisions qui ont déjà été prises, parce qu'elles sont de bonnes décisions, je voudrais le rappeler, parce que j'aimerais qu'on me démontre que ces décisions ne sont pas bonnes ou qu'elles vont contre les intérêts du Cameroun. Donc, lorsqu'il rappelle, toujours au niveau sécuritaire, lorsqu'il hausse le ton pour ceux qui ont fait, pour cette diaspora qui a fait ce qu'elle a fait à l'étranger, c'est façon de dire que non, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Donc je crois que moi, le temps, le contenu m'ont donné satisfaction pour ma première réaction que je peux vous donner. Et je sais que, parce que lorsqu'on remet en question, qui n'est pas un mot, c'est comme si le président ne pouvait pas parler anglais. Vous avez vu, quand le président est allé, lorsqu'il avait un auditoire, qu'il estimait qu'il doit parler il parlait en anglais. Donc je crois que les procès comme ceux-là, je crois qu'il faut les mettre. Et puis prête serment systématiquement en anglais depuis 1982. Bon, alors, je vous propose... Là n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce. Le Cameroun est bilingue et les lois sont faites. Et d'ailleurs, une des lois qui a été déposée récemment renforce encore le bilinguisme. Donc je crois que... Je vous propose, puisqu'on parle des mesures sécuritaires, de la dimension sécuritaire de ce discours, je vous propose de nous rafraîchir la mémoire, écouter un court extrait du président lorsqu'il revenait sur la question sécuritaire et nous pourrons débriefer tout de suite après. Pour ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise foi et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir, avec mesure, mais sans faiblesse. Conscient de la longueur des délais pour mettre en œuvre les réformes envisagées, et soucieux d'abréger les désagréments et les souffrances de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, j'ai décidé d'ouvrir, dès la fin septembre, on m'excusera de me citer, d'ouvrir un grand dialogue national qui devrait permettre, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Par ailleurs, le 15 décembre 2019, dans le cadre d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat, un projet de loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a été soumis à l'examen de nos deux chambres parlementaires. Nos députés et nos sénateurs ont ainsi adopté une loi qui comporte des avancées décisives pour notre processus de décentralisation. La loi Yvonne Bi contient bien le statut spécial, ou encadre le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est suffisant pour que le président affirme qu'il a été de bonne foi dans le contexte de cette crise. I think so far the solutions that have been proposed to the crisis in the Northwest, if we take the problem tree and put in front of us, the president has always gone and harvested the fruits and left the roots. The minister said it was a corporatist strike, teachers and lawyers. Yes, in his the special status he mentions the educational system, the judicial system, and the specificity of our traditional system, which I think has even been feuddated, and our funds have lost all they had, like valor. They are nobodies in our society, whereas as a child, I could not go near where a fund was sitting. I don't think
these are the measures. They are good measures, but taken at the wrong time. The solution to this problem from its beginning has never been the best. This was a grand national dialogue, as he mentions. On va pas. Before we went for consultations, invitations were printed. They had organized, resolutions of the dialogue were already ready. How many Cameroonians debated the problems of the Northwest and the Southwest can be solved by those who are resident in those regions? Leadership there is stratified in a manner. I think we can use the traditional institutions, use the churches, use even quarter heads. These superficial or ready-made solutions. Delegations left here and went. They went to marketplaces. So how many people did they talk? The children who are in the bushes belong to parents who live in villages. Can we throw back this problem to origins of that region, to parents who reside in that region, to seek a lasting solution and bring back their children from the bushes? Whether we want it or not, my people are suffering, and I think we need to go to the roots and resolve this once and for all. The military is there to clamp down, yes. It's been clamping down. Military men, guys in uniform have been killed. It's not like the killing is on one side. They've been dying, which means the bone of contention is still there. The resistance is there. For how long will we be sacrificing the military? This is the 4th year, I repeat. A solution, a peaceful solution, if conflict resolution methodology is applied from beginning to the end, I think this problem will come to an end. These ministers talking here, I think some of your colleagues are benefiting from the situation down on the field. There is economy of war. There are some generals who've even built story buildings. All their lives as generals, they didn't build story buildings, they've built. I think Cameroonians of those two regions deserve better. Some people in Yaoundé are fueling it. You people should go back into your cupboards, look for those who are fueling these problems, and stop this antagonism against little boys who've been manipulated. As he rightly said, they're manipulated by who? You people have the telephone companies and all. Money was being sent. Parce you qu'ils ont know vendu them. le projet, You know them. d'un État indépendant. They, who gives them? Who tells us Cameroonians that they are the majority? To me, it's a handful. Even the secessionists, they are in more than 20 different factions, which means it's a failure. But our state has not handled this crisis as it should be handled. This should be agreed, and we call, you people should tell the president of this republic the truth about what is happening in the two regions. Root causes are there, and the populations of this place can solve this problem. Joya Moussa, est-ce que le grand dialogue national, le statut spécial dans le code général ne suffisent pas à prouver qu'on est de bonne foi, ne suffisent pas à se donner des garanties de retour de paix dans les deux régions concernées par la crise dite anglophone? Bon, je commencerai d'abord par rappeler que la posture du président de la République de ce soir, de fermeté quant aux insurgés, n'est pas nouvelle. Déjà en 2018, il disait que si l'appel à déposer les armes qu'il a émis vers les entrepreneurs de guerre n'était pas entendu par ceux-là, les forces de défense et de sécurité allaient recevoir des instructions pour les neutraliser. Donc, la posture de ce soir n'est pas tant nouvelle que ça. Quant aux solutions qui ont été adoptées par le gouvernement depuis le début de cette crise, déjà, il faut savoir que... Yvonne Bi n'est pas loin de penser que c'est du saupoudrage. Non, il faut penser la chose à deux niveaux. Il faut savoir que la guerre ou bien la crise a muté sur le terrain. Au début, effectivement, on avait une revendication globale d'une meilleure prise en compte du sous-système culturel anglo-saxon dans la vie quotidienne au Cameroun, parce que les gens estimaient que les textes de loi n'étaient pas traduits en anglais, la justice ne fonctionnait pas bien en tenant compte de l'equity, de la common law, etc. L'école était en train d'être francophonisée. Et en septembre 2017, j'étais à Bamenda, accompagné d'Yvonne même, en tant que consultant auprès de la Friedrich Ebert, j'étais allé donner un séminaire
au profit des parlementaires du SDF. Et j'avais constaté une chose sur le terrain. Les parents n'étaient pas forcés de laisser leurs enfants à la maison. C'était une volonté propre des parents de garder leurs enfants à la maison et de ne pas, s'il vous plaît, de ne pas les envoyer à l'école. Mais entre-temps, maintenant, en 2018, du moins au cours de l'année 2017, fin 2017 et début 2018, la crise a muté. Donc, vous aviez des parents qui voulaient envoyer leurs enfants à l'école, mais que maintenant les insurgés les obligeaient à laisser leurs enfants à la maison. Du coup, vous avez vu, on a connu des masses, une migration assez importante des enfants de ces localités-là vers les lycées bilingues anglo-saxons, notamment dans la région de l'Ouest, à Bouda, Fumbane, Bafoussam, etc., et même à Yaoundé, à Douala. Donc, là maintenant, Yvonne parlait tout à l'heure de pratiquement 20 groupes insurgés sur le terrain. Elle a parlé de l'économie de la guerre. On est actuellement dans une phase essentiellement criminelle de la guerre. Et on est là un peu comme à l'est du Congo, etc. C'est-à-dire que toutes les résolutions prises, toutes les solutions politiques prises actuellement ne rencontreront plus l'assentiment de ces populations-là. Et on part même vers la sous-civilisation dans ce sens où même une indépendance du Cameroun anglophone aujourd'hui déboucherait dans une forme de guerre intra-anglophone, parce que vous voyez ce qui se passe entre les gens de l'interim government, les gens de la SOCADEF, les gens de l'ADF, etc., qui s'entretuent même. Certains appellent même les autres terroristes, d'autres disent vous êtes les terroristes. C'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe entre Niabeke, je crois, et Phil Marshall ces derniers jours-ci, où chacun accuse l'autre de vouloir le tuer. On dit le général Ivo a été tué par les hommes d'une autre faction, d'autres disent même que ce sont ses propres hommes. Donc, vous êtes là dans une économie criminelle, essentiellement de la guerre, où les gens ne sont plus là pour une quelconque idéologie politique. Les motivations sont essentiellement économiques. Et vous voyez même sur le terrain, aujourd'hui, j'ai des amis anglophones, un parent meurt, pour aller l'enterrer, on vous demande 300 000, 1 million. Vous voulez aller passer les fêtes au village, on vous demande de payer tel montant. Vous voulez vous marier, ils viennent là et vous prennent des comptoirs. Et ce que Yvonne disait tout à l'heure est très clair. Le rôle de certaines autorités est à questionner. Parce que l'économie de la guerre ne profite pas à une seule faction. Vous avez des gens, que ce soit dans le gouvernement, les forces de défense et de sécurité, qui n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre-là s'arrête. Parce que ce sont des budgets spéciaux. Quand on vous dit on a envoyé un contingent de 100 camions de denrées alimentaires, allez savoir quel est le budget qui s'en tire à bon compte dans ce déploiement humanitaire, entre guillemets. Quand on vous dit que la guerre, c'est des budgets, on parle en termes de dizaines de milliards pour acheter des armes, pour payer les hommes sur le terrain, pour ravitailler ces hommes-là et les nourrir, pour des mesures spéciales de collecte de renseignements, etc. C'est des dizaines de milliards et il y a des gens qui s'en tirent à bon compte. Vous avez des gens qui ont lancé des immeubles et qui ne sont pas prêts à ce que cette guerre-là s'achève tant que leurs immeubles ne sont pas achevés. Donc, il faut dire la vérité aux Camerounais pour dire que là, la menace a muté et qu'on doit combiner des mesures politiques. On est passé de la revendication politique au banditisme. Vous voyez que les acteurs initiaux, que ce soit les gens de l'association, la Anglophone Law Association, ou bien les associations des étudiants, ou bien ce qu'on a appelé le consortium globalement de la société civile anglophone. Tous les acteurs majeurs, les Niba Fontem, les Abobala Congo, ont disparu de la scène et on a vu émerger une nouvelle catégorie d'acteurs qui n'est-il les généraux entre guillemets et les colonels là-bas, qui n'est-il légitimité que de la détention des armes. Comment ces armes-là font pour entrer au Cameroun? Peut-être parce qu'on a laissé pourrir la situation, Joya Moussa. Comment est-ce qu'ils sont faits? Parce que peut-être on a attendu 3 ans. Oui. Et là, je termine là-dessus. Peut-être parce qu'on a dit que les avocats, quand ils auront faim, ils vont remettre la robe. La question du timing et de l'arrogance d'un certain nombre de membres du gouvernement. Des gens au début ont dit qu'il n'y a aucun problème anglophone, etc. Or, le problème était clair. Donc, quand vous décidez d'admettre que le problème anglophone existe déjà, on est déjà, s'il vous plaît, on est déjà à une autre étape. Et deuxièmement, on a demandé, le SDF a demandé par exemple à l'Assemblée nationale pendant toute une session, ils ont même dû bloquer pour demander qu'on inscrive la question anglophone à l'ordre du jour. On a refusé. Résultat des courses, quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On organise un grand dialogue national, on organise une session extraordinaire pour le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et il y a un problème de timing, de diagnostic et surtout d'arrogance des membres du gouvernement.
qui ont Bien. estimé au début qu'ils ne pouvaient Merci. pas. Grégoire Ona. Grégoire Ona. Grégoire Ona. Est-ce que Grégoire Ona, nous ramener oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Parce que Grégoire Ona, avec cette question, on est déjà en 2015. avec cette question, On est déjà en 2015. avec cette question, Grégoire Ona, ne vous sentez pas offusqué? Ça ne Non, vous moi, je irrite suis pas pas qu'on offusqué. fasse le bilan? Moi, je suis pas offusqué. Ça vous irrite pas? On est sûr. Si vous voulez, on Voilà. va au bilan Ah, des voilà. 5 dernières années. Voilà, il y a. C'est ça que Est-ce vous voulez. que on a la preuve? Est-ce qu'on peut avoir la preuve aujourd'hui que le diagnostic fait en 2019 n'est pas un mauvais diagnostic, puisqu'il y a 3 ans, on s'est voilé le visage, on n'a pas regardé la question sincèrement. Qu'est-ce qui prouve que l'adresse de 2019, c'est le bon diagnostic pour adresser la question anglophone? Qu'est-ce que vous voulez comme preuve? Lorsque le chef de l'État a parlé, comme il vient de parler, tout ce que je viens d'entendre, mais c'est des choses qu'on rabâche sur les tableaux, les plateaux de télévision depuis tous ces mois, que l'économie de guerre profite à quelques-uns. Tout ce que je viens d'entendre là, c'est des choses qu'on rabâche. Maintenant, nous sommes à un point P aujourd'hui. Le chef de l'État a fait le point. Vous voulez qu'on refasse le procès? Si vous voulez revenir à 2015-2016, dites-nous clairement. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Mais on veut comprendre, on veut savoir. Vous voulez quelle preuve? Le chef de l'État. Quand le chef de l'État dit ce qu'il vient de dire, qui est assez simple, qui est assez clair, qui est assez transparent, qu'est-ce que vous voulez que je vous fournisse comme preuve? Que l'économie de guerre n'existe pas, c'est pour ça que vous venez, on en reparle. En face, on ici. doute de la sincérité du chef de l'État en ressortant du placard des statistiques qui nous ont entraînés dans le gouffre, entre guillemets. Quelle statistique? Alors, le chef de l'État a exprimé, lorsqu'il est venu en septembre, invité au grand dialogue, lui-même, il a dit que de nombreux Camerounais de bonne volonté m'ont contacté. Il y en a qui étaient très sérieux, il y en a qui m'ont fait telle proposition, il y en a qui ont fait des dictats. Et je pense que on va faire le grand dialogue. Beaucoup de gens ont émis des doutes sur cela. C'était leur droit. Mais ceux qui ont eu la bonne volonté de venir, ils ont discuté librement. Même ceux qui avaient été en brousse ont participé. Et il a continué de tendre la main. Et voilà où on en est rendu aujourd'hui. Il y a eu des revendications qui ont été faites. Là, il y a un changement, pratiquement un changement de statut. Nous entrons là dans un autre Cameroun si ces mesures sont implémentées. Et c'est un grand pas en avant. Mais il y a toujours des si. Mais bien sûr. Alors, est-ce qu'on va les implémenter par un coup de baguette magique? Je dis non. Il faut donc que les Camerounais adhèrent et travaillent pour que ces mesures deviennent effectives. Et le président a évoqué la longueur des délais pour la mise en œuvre de ces questions. C'était une des modalités de ce discours. Mais le président a aussi évoqué les ressources financières nouvelles et substantielles pour le NOSO dans le cadre du Code. Et on revient sur les délais de mise en œuvre. Parce que en face, on vous indique bien, on a pris du temps pour prendre certaines résolutions. Maintenant, on nous dit que les délais sont longs, relativement longs, pour mettre en œuvre ce qui est déjà acté à l'Assemblée nationale et le texte promulgué par le président de la République. Est-ce que c'est long? On n'invente rien, M. Tombé. On n'invente rien. Il faut que les maires soient élus. Il faut qu'on ait le temps d'aller aux élections. Il faut que les élections aient lieu. Il faut que les équipes se mettent en place. Il faut que les budgets, que les attributions soient transférées. Ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire en un jour. On est d'accord. Non, Mais moi, alors, je voudrais quand même que... c'est quelle preuve que vous voulez? Oui, Patrice Ambasala. 2004 à Avec la 2019, Oui, Patrice Ambasala. on a suivi votre On a suivi, oui. Il y a une méthode pour ne pas faire avancer les choses, c'est rentrer à la genèse du problème. Ah bon?
Oui, ça c'est Tant la qu'on ne méthode. visite pas la jeunesse, Vous allez me laisser au Mais on moins. l'a déjà visité, la Vous jeunesse. pouvez, Yvonne B, vous pouvez prendre des notes. Non, Yvonne B. Elle ne nous fait pas peur. Nous sommes convaincus que Nous voulons vous avancer. pouvez attendre votre temps de Vous avez parole. parlé pendant longtemps, on vous On vous a a écouté. écouté. Patrice Ambassa, nous vous écoutons. Alors, je disais que rentrer à la jeunesse lorsqu'on a posé des actes qui sont ceux qui conçus comme solution, c'est faire obstruction à l'avancée dans les situations. C'est ça que le SDF sait faire. C'est ça que tout le monde veut faire en face. Le problème est simple. Qui peut dire aujourd'hui que si on valide tout ce qu'on dit là, ça a été ça, ça a été ci, ça a été ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on pose comme solution, monsieur Ndouya? Vous ne l'avez pas. OSDF, Vous voulez que je vous réponde? Non, vous allez lui répondre. Vous allez répondre. Non, Joya Moussa, s'il vous plaît. Non, Je réponds à la solution. Joya Moussa, s'il vous plaît. English, that is different. Joya Moussa, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps de parole. Vous allez répondre. Yvonne B, s'il vous plaît. Affirmer que je ne propose pas de solution. Mais c'est de la rhétorique, monsieur le Joya Moussa. C'est de la rhétorique, simplement. Alors, mais attendez votre temps de parole, vous allez Vous êtes répondre. incandescent comme ça. C'est ce qui vous Vous arrive. ne pouvez pas vous permettre, et c'est de l'arrogance dont je parlais. Non, Joya Moussa, n'en faites pas une affaire personnelle. Nous décryptons le discours du président. Pourquoi cette fixation sur ma Vous êtes personne? plus Non, arrogant mais- que tout ce que vous dites là. D'accord. Vous ne pouvez pas avoir ce comportement et penser que c'est vous qui avez la solution. Vous êtes un intellectuel. Personne ne l'a dit. Et ce que vous êtes en train Personne ne l'a dit. Non, vous êtes un intellectuel. Avoir cette fixation-là, c'est la preuve de la dictature. Je suis en train de m'expliquer. Essayez de me suivre. Oui, Patrice Ambassa. Lorsque on a proposé une solution, il faut qu'on tende l'oreille pour savoir quel est le feedback. Le feedback que nous avons, c'est qu'on a posé des questions à quelqu'un qui conduisait ce qu'on appelle, il voulait faire une all-anglophone conference. Monsieur le cardinal Christian Toumi. Il vous dit, on voulait peut-être un peu plus, mais ce qu'on a là est déjà un bon départ. Ça, il a dit. Démarrons donc. Il est question qu'on démarre. Lorsqu'on a démarré, on va remonter aux ajustements. Est-ce qu'on peut aller plus profondément? Oui, c'est possible. On va aller plus profondément. Mais on ne va pas démarrer, on ne va pas rester là à attendre qu'il y ait un texte qui soit idéal pour dire que là aujourd'hui nous avons reçu ce que nous attendions, on peut recommencer à travailler. On va progressivement. Lorsque la crise a commencé en 2016, monsieur Ton, en 2015 ou 2016, on est aujourd'hui en 2019. Vous voulez que ce qui s'est passé pendant 4 ans soit effacé par un coup de baguette magique. Il faut mettre la même progressivité dans l'institution d'une situation qu'on peut appeler normale. Ça va aller progressivement, c'est pas palier. Parce que lorsque les gens sont partis d'un coin, pour qu'ils reviennent dans ce coin-là, il faut que leur psychologie leur dise il y a de la sécurité, il y a de la sérénité, je peux rentrer. Et cette affaire est progressive. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller dire à un autre, tu peux rentrer maintenant. Les choses sont calmes. C'est lui seul qui juge que les choses sont déjà en état où je peux rentrer dans mon village. Donc, admettons que la solution, elle existe. Le régime spécial est une solution. Quand on parle du centralisme qu'on connaissait, avec ce qu'on a donné là, c'est une solution. Le dire n'est pas une faiblesse. Même partie de Vouloir le nier absolument n'est pas honnête. Mais une partie de l'opinion, Patrice Ambassa, là je reste avec Quand vous, vous une partie dites de une l'opinion partie. estime que prendre ce texte-là, après avoir confectionné le budget de l'État pour 2020, peut laisser penser que le relèvement C'est peut-être justement la du transfert, le relèvement du transfert qui passe à au moins 15%, ne va pas être introduit dans le budget de l'État pour 2020. C'est quoi le relèvement, le 15%? Le 15%, c'est une valeur. C'est-à-dire que on dit 15% équivaut à 400, je ne sais pas combien de milliards. C'est de l'investissement qu'on envoie aux communes. Un projet, un deuxième, un quatrième, un cinquième. On est à ce total-là
Et le budget, ce qu'on fait dans la technique budgétaire, il faut que je vous dise, le budget a un ordonnateur. On décide donc que cette question-ci, l'ordonnateur sera le maire, le président du conseil régional, et c'est fini. On a donc les 15% et on a les gens qui l'exécutent. Introduire ça dans le budget n'est pas un grand exercice. Moi, j'ai transféré les ressources du budget des travaux publics au maire. C'est-à-dire que dans l'entretien des routes rurales, l'autorisation de dépenses, je mets ordonnateur, le maire 2. Et la ressource est partie à la commune. Donc il faut encore composer avec la sincérité des ministres au niveau central. Non. Pourquoi est-ce que la sincérité devient un problème ici? En attendant que la loi... C'est une donnée. L'institution fonctionne, c'est une donnée. On a dit 15% doivent être transférés aux communes. On va donc faire les transferts. Et puis, c'est quand même une évaluation qu'on fait. Si je vous dis j'ai transféré 15%, vous pouvez vous contenter de ça, non? Mais après, il faut aller vérifier. Donc, on va dire, on transfère et puis on va vérifier que ça a atteint les 15% ou ça a dépassé. Parce qu'il n'est pas exclu que ça dépasse. Abouya Manassé, non, moi, veux-tu réagir? Non, je souhaite réagir parce que tout à l'heure, là, mes collègues étaient agacés par le fait que vous voulez nous enfermer à la théorie alors que nous sommes à la phase pratique. On a donné trop pour la théorie, nous sommes à la phase d'implémentation. C'est-à-dire c'est comme s'il y a un piège pour nous ramener toujours à la théorie, pour qu'on n'aborde jamais l'implémentation pour laquelle nous sommes jugés et pour laquelle les uns et les autres sont aux aguets pour nous juger, mais ils ne veulent pas que nous puissions dérouler la pratique pour nous ramener. Voilà. Donc moi je crois que le ton a été donné d'entrée de jeu. On a dit que le 4%, ça ne peut pas nous amener à l'émergence, alors que le président a dit que nous sommes dans la bonne voie pour l'émergence. Nous sommes dans la bonne voie pour l'émergence. On nous a dit que nous sommes devant un jury. Alors on n'a donné aucun devoir au président de la République pour lequel on doit corriger le jury. Nous ne sommes pas là. C'est-à-dire que toutes les embuscades sont faites pour nous empêcher de dérouler. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas un problème de dogme. C'est un problème de solution. Mais je suis en train de répondre. Voilà. Pour dire que nous sommes dans les solutions. Et le statut spécial est une solution, mais une très bonne solution qui n'attend qu'à être implémentée. Il n'y a pas une société sans le règne de la loi. Oh, la loi, là, c'est le code général sur les voilà. Donc, maintenant, le débat est sur ça. Est-ce qu'il y a des solutions dedans? Oui, le statut spécial est clairement défini. Dès l'article 3 de la loi, on parle déjà du statut spécial. Et donc, le contenu de ce statut spécial est déroulé et n'attend que l'entrée en fonction de la nouvelle mandature des maires, qui ne sera tardée dès le 9 février 2020. À partir de là, le canevas dessiné sera mis en place et le déroulé de ce qu'on a appelé les assemblées, l'assemblée régionale et la House of Chiefs, ça va être déroulé. Mais est-ce qu'avant ça, on est en droit de dire que ça n'aura pas lieu? Non, puisque le président de la République a confirmé qu'il y aura bel et bien les élections et que les uns et les autres doivent aller aux élections. On arrivera aux mais élections. Donc, moi, je sais pas, cette obstruction que Rodrigue Trong encourage, là, je ne sais pas. C'est la discussion. Charlie Gabriel, je vais revenir à vous. Vous prenez parti. Non. Bon. Vous prenez parti. Si c'est parce que je ne suis pas de votre camp, non, vous êtes de l'autre. Voilà. Merci pour la dans l'autre camp, on me rejettera pas aussi. Charlie Gabriel Bock, il y a une connexion entre l'économique et l'anthropologie dans la question anglophone au Cameroun. Vous avez peut-être parcouru le projet de loi adopté puis promulgué par le président de la République. Est-ce que vous pensez à la lecture de ces dispositions qu'on a amorcé une étape sérieuse dans la résolution de cette crise?
Vous savez, ce qu'on croit, ce qu'on pense ne vaut que ce qu'on fait. Et le discours de ce soir a reposé le problème de l'état d'urgence qui est pratiquement organisé dans certaines de nos régions face aux urgences de l'État qui prennent le temps. Parce que le président de la République a un problème dans sa relation avec le temps. Le progressivement que j'entends ici, monsieur le ministre ambassadeur convoqué, la progressivité, mais elle est finalement contre le progrès, dans la mesure où on a entendu le président de la République parler d'un jour dit. Le jour dit. Lorsque un chef de l'État engage la nation, voyez-vous, on se pose des questions quand cet engagement devient ce qu'il est. Et nous avons au Cameroun une semaine de 8 jours. Lundi, mardi, mercredi, samedi et le jour dit. C'est le 8e jour inventé par le Cameroun, le jour dit. Après le mardi, le lundi, le mercredi. J'ai un souci de devoir de vérité. Lors de cette rencontre, le grand dialogue national, voyez-vous, j'ai pris sur moi de saisir le Premier ministre de mon pays. Et je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, puisque le président de la République vous fait crédit, obtenez de lui qu'il vous laisse la latitude de lui tenir un discours de vérité. Et pendant ce dialogue, j'ai entendu des Camerounais dire à plusieurs reprises, ils prononçaient 2 mots. Vérité, honnêteté. Et c'est surtout nos compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui rappelaient la nécessité d'être honnête, d'être vrai, de montrer de la bonne foi. Alors, lorsque le discours du président de la République parle des Camerounais de bonne volonté, de bonne foi, c'est qui? Je crois que l'économie et la réorganisation de ces régions sinistrées a inévitablement un problème d'anthropologie, puisque vous avez posé la question. Parce que déjà, le discours que nous avons entendu n'a fait aucune allusion aux souffrances. Je n'ai pas entendu des condoléances. Personne n'a eu droit à des condoléances. Mais il y a des cartons. Les ont été adressés en temps quand les accidents ont eu lieu. Comment? On ne va pas répéter les mêmes choses. Puisque le président répète, il commence son discours en nous disant, il y a quelque temps, dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire le discours de fin d'année. Alors, vous allez m'expliquer ces termes en langue française, je les comprendrai. Il faudra me traduire en français ce qui a été dit en français. Moi, je suis prêt à m'inscrire à l'école. Mais ce que je crains, c'est que l'économie du Cameroun soit si plombée qu'elle ne se conjugue qu'au FMI de l'indicatif, au BAD de l'indicatif, à la Banque mondiale de l'indicatif et à l'AFD de l'indicatif. J'ai été à l'Agence française de développement. On devait négocier un crédit pour le Cameroun. Ils avaient prévu 8% pour l'agriculture. J'étais avec un collègue député à l'époque, je lui ai posé la question de savoir si, dans un pays fondamentalement basé sur l'agriculture, on peut se satisfaire de 8%. Et ce qui était surprenant, c'est que les 8% correspondaient exactement au pourcentage qu'ils s'étaient aménagé pour les hôtels, les séjours, etc. Eh bien, généralement quand je parle, c'est sur pièce parce que je n'ai pas le droit de dire aux Camerounais des choses qui ne peuvent pas être vérifiées. Voyez-vous? Et je crois que ce devoir de vérité
nous importe. La question anthropologique est liée à la question économique. Nous avons 2 régions lourdement sinistrées. Nous avons perdu des parents. On nous envoie du riz et des sardines à l'huile. On nous envoie une natte quand nous avons perdu notre maison. Je crois qu'il y a un souci d'humanité. Et j'aurais été heureux. Et c'est encore une fois un problème. Les relations avec les catastrophes qu'il y a au Cameroun. Les glissements de date, n'en parlons pas. Il y a des glissements de terrain. Il y a eu des morts. Ce fameux train, etc. Je crois que notre président de la République fait de longues distances quand même. Il y a des avions pour ça. Qu'est-ce que ça coûte de se déplacer en Gouaché? D'aller voir là où on évente des femmes. Ça coûte vraiment, c'est la sécurité qui va manquer au président. Mais le message est politique. Et ne faisons pas comme si, quand ça a été dit, ça a été fait. Non. Parce qu'au moment où nous parlons, le renouveau est en panne de renouvellement. Et nous avons obligation d'y regarder par 2 fois. Voyez-vous, je découvre que sur la table, il y a un nous et il y a un vous. C'est le professeur Manassé qui nous a clivés de cette manière-là. Je croyais que le discours du président nous intéressait tous. Mais s'il y a un vous et un nous, il y a un petit souci. Il va falloir trouver où commence la frontière. Alors, professeur Charlie Gabriel Bock, est-ce que dans le texte, il y a non, je résume. L'anthropologie et l'économie. Sur ce sujet, voilà. Sur le sujet de la crise anglophone, on ne peut pas éloigner j'ai envie de dire, le culturel, de la crise qui se noue dans le nord-ouest du sud. Est-ce qu'on aurait de ce point de vue qui se dénoue. Oui, qui se dénoue. Patrice Ambassa, je suis d'accord avec vous. Qui se dénoue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, est-ce qu'on aurait pu l'améliorer? Si oui, dans quel sens? On aurait même pu faire en sorte que ça n'arrive pas. On ne va pas remonter là-bas. Je voudrais m'en tenir à une chose simple. Le président de la République du Cameroun, nous l'avons tous entendu au Forum de Paris, devant M. Mo Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a dit, le président? Il a confessé le complot d'assimilation de nos compatriotes de langue anglaise. Il a engagé donc et il a dit, ça n'a pas réussi. Écoutez, je ne suis pas là pour discuter à charge. Je ne suis qu'un enseignant, je ne dicte jamais des vérités, mais j'essaie de donner des instruments pour que chacun se fasse son opinion. Lorsque le président de la République dit à Mondiovision qu'ils ont tenté d'assimiler, voyez-vous, ces 20%-là, mais que ça a échoué, et que maintenant, ça signifie que maintenant, il devra ramer ferme, et 2 fois plus. Et de toutes les manières, parler sur pièce, parce que rien ne m'autorise à faire crédit au ministre de mon gouvernement, tout simplement parce qu'il déclare que ça a été dit. Parce que le jour dit, c'est le 8e jour de la semaine au Cameroun. On a enregistré ça. Merci Charlie Gabriel. Grégoire Ouna, ça va dans tous les sens. Est-ce que dans le code... Non, on est bien sur le code de la décentralisation. Vous ne souhaitez pas qu'on... Oui, mais ça va dans tous les sens. On parle bien du code de décentralisation. Est-ce que ça vous gêne qu'on en parle, monsieur le ministre? Non, je constate que le 8e jour n'a pas lieu d'être ici. Allons-y. Est-ce qu'il a lieu d'être? Il n'y a pas de raison que vous soyez irrité, monsieur le ministre. Mais je ne suis pas irrité. Vous ne vous sentez pas agacé. C'est sa lecture du discours du présidentiel. Vous avez votre temps de parole. Vous avez votre temps de parole pour indiquer la lecture que vous faites de ce discours. Alors, le président a signalé que le 15 décembre, l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement, avaient reçu le projet de loi portant code de collectivité territoriale décentralisée. Est-ce que pour vous, ce texte est suffisant pour passer le pas, pour passer vers le dénouement dont parle Patrice Ambassa? D'abord, je voudrais dire que la crise est née de la demande d'un certain nombre de choses. Et vous êtes bien placé pour le dire. Et ces choses-là
le président... Pensais que ce n'était pas bien de devenir la génération. Non, s'il vous plaît, Joya Le Moussa. président de la République a pris un certain nombre de mesures. Il a donné parfois même plus que ce qui avait été demandé. Dans quel cas précis? Et parmi ce qui a été donné, il y a un bon contenu dans ce texte, le code, dans ce code. Donc, pour moi, on est sur le chemin de la résolution de la crise. On est sur le chemin de la résolution radicale de cette crise. Et on ne peut pas faire autrement que de passer par un certain nombre de choses. Et les premières, c'est ce qu'on a demandé. Les choses qui ont été demandées. Je peux dire que le président a tordu le cou à beaucoup de choses. Donc, il faut maintenant les implémenter. Il faut maintenant les implémenter. Si on ne les implémente pas, comment on va sortir de la crise? On ne va pas continuer à faire le procès de tel a dit qu'il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de problème, tel a fait que, tel a fait que. Mais on est un pays en construction. Reprenons l'histoire du sport et du jour dit. Mais moi, je peux vous dire que dans un an, le Cameroun sera la première ou la deuxième nation en Afrique en termes d'infrastructures sportives. Quand ces stades seront finis, nous serons pas au peloton de tête, on va discuter peut-être la première place, probablement avec l'Afrique. Ce qui sous-entend que l'année prochaine, les stades seront livrés. Ce qui fait qu'il y a des choses qui ont pris du retard. Et tout le monde sait qu'il y a eu du retard. Tout le monde sait, c'est de notoriété publique. Donc, est-ce que c'est ça le problème aujourd'hui? Les dispositions ont été prises pour que les chantiers s'achèvent. Ils sont en train de reprendre pour s'achever. Est-ce que ça va faire ça c'est au programme du discours? J'ai dit non. Donc, la sagesse a parlé. Les Camerounais se sont retrouvés, je vous dis, y compris ceux qui ont été en brousse pour combattre, y compris ceux qui ont pris des armes. Alors, c'est une des solutions, c'est un des piliers de la solution globale, ce texte. Aboya Manasseh, parmi les textes cités par le président, il y a celui portant promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Est-ce que dans cette architecture, ce texte-là aussi, en dehors du code général, est un signe qu'on avance vers l'intégration in fine des anglophones qu'on n'a pas pu assimiler, comme disait Charles Gabriel Monti. Qui avait le problème d'assimilation? Mais je croyais que vous restez dans le discours. Oui, le discours, le président de la République a cité ce texte du 10 décembre. Vous n'avez peut-être pas suivi, on peut mettre un extrait. Mais l'aîné Charlie Gabriel Mbon n'a pas fait un discours pour me ramener à lui. Je crois que c'est le président de la République qui a fait le discours. Oui. On s'entend là-dessus. Voilà, donc l'allusion au professeur Mbok n'a pas de sens, c'est d'autant plus que c'est le discours du président que nous sommes venus commenter. Oui. Et non les commentaires. Et le président de la République, vous n'avez pas esquivé la question, je suis convaincu. Si. Je n'esquive pas la question. Ah, c'était pour qu'on revienne effectivement au discours. Parce que la question, elle est là, elle est du chef de l'État. Ce test a contribué à faire un ancrage sur le renforcement du bilinguisme, qui est l'une des demandes justement formulées par les revendications. Mais comment? On a envie de vous demander comment. Vous êtes enseignant d'un certain niveau. C'est pour ça, c'est à vous précisément que j'adresse cette question. Comment un texte... En le rendant effectif, applicable et opposable à tous les Camerounais pour qu'ils l'intègrent dans leur fonctionnement quotidien. Parce qu'on avait l'impression que l'option du bilinguisme était l'anglais et éventuellement le français. Or, c'est l'anglais ou le français, inclusif ou inclusif. Ça veut dire que les deux langues sont d'égale valeur. Donc cette loi reprend intégralement la Constitution, puisque la Constitution affirme que l'anglais et le français sont les langues d'égale valeur. Donc cette loi dont que vous évoquez renforce effectivement
l'option déjà prise par la Constitution dans son applicabilité au quotidien. Vous parlez d'applicabilité, une partie de l'opinion, je reviens encore à elle, estime qu'il n'y a pas suffisamment de contraintes dans ces lois. Est-ce qu'on ne peut pas passer le pas de la contrainte dans ce... Moi je vais vous répondre. Oui. Je n'ai pas envie de vous poser des questions, c'est vous qui posez les questions ici. Ce texte déjà a permis qu'on franchisse un pas. On recrute pour renforcer les administrations. 500 personnes qui doivent être recrutées, bilingues. Parce que on se rend compte qu'il y a eu une faiblesse. C'est déjà des actes positifs et concrets. Ensuite, vous dites qu'il faut renforcer les contraintes. Est-ce que c'est parce qu'on ne condamne pas les voleurs qui arrivent à plus de voleurs? Je prends une image. Vous, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, si vous prenez un texte, vous avez obligation de le faire en français et en anglais. Sinon, vous encourez des sanctions. Et quelles? Par exemple. Donc, si pour le moment, vous voulez les sanctions, il faut l'exprimer tout simplement. Mais je voudrais vous dire que pour le moment, à l'heure qu'il est, et c'est là que le rôle des hommes est fondamental. Vous remarquerez que les textes que nous avons ne sont pas les plus mauvais textes. Mais c'est les hommes qui doivent les appliquer. Et souvent, les hommes ne les appliquent pas. C'est là que vous auriez dû interroger les anthropologues pour qu'ils regardent qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi les Camerounais sont comme ils sont? Vous êtes Camerounais, vous? Moi aussi, je suis Camerounais. Ça? Oui, il faudrait... Moi, je suis sorti de la question de la question du Nord-Ouest. Moi, je me voulais dire que je suis un peu gêné parce que là, on a l'impression qu'on réinvente la roue. C'est en 1969 que le Canada, par exemple, qui est un pays bilingue comme le Cameroun, a pris une loi sur les langues officielles. C'était pas une loi sur le bilinguisme, sur les langues officielles. Et comme vous le dites, là-bas au Canada, les peines sont prévues tant pour les institutions que pour les personnes qui refusent de traduire, par exemple, l'ensemble des textes ou bien de leur discours dans l'une ou l'autre langue. Et je vais vous dire que on était arrivé à des situations incongrues où quand vous arrivez dans un restaurant, on disait hot dog, on était obligé de traduire chien chaud, par exemple, pour vous dire que à quel niveau là-bas les choses avaient été assez coercitives. La fameuse contrainte. Et vous avez tout à fait raison de le dire. On a l'impression en lisant cette loi-là qu'on est là dans une litanie de vœux pieux. Et qui rappelle, le professeur Aboya Manasseh a bien fait de le dire, qui rappelle purement et simplement les dispositions d'ordre constitutionnel qui voudraient que les deux langues, le français et l'anglais, sont d'égale valeur, etc. Donc, moi je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin en termes de contraintes, surtout au vu des situations assez déplorables qu'on a eu à vivre, notamment dans les tribunaux. Je tiens à vous rappeler qu'on était au procès d'Ayoub Tabé et alors qu'on est en train de faire là le procès des sécessionnistes anglophones qui se plaignent justement de l'ensemble de tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure, il n'y avait pas de traducteur véritablement. On est allé chercher un monsieur qui ne s'y connaît pratiquement pas et c'était un scandale. On a renvoyé la première audience pour défaut de traducteur. Peut-être avec l'avènement de la loi, on va... Peut-être avec l'avènement de la loi, on va corriger. Mais c'est pour ça qu'on a recruté 500 là. Si vous me permettez, revenons sur la question du code général des collectivités territoriales décentralisées. Ce qu'il faut relever, c'est que on est, malgré tout ce qu'on a dit, les maires élus, etc., ce qu'il y a encore à regretter, c'est la même mise de l'administration qui reste encore assez forte. Parce qu'on a repris les mêmes attributions des gouverneurs, des préfets, qui restent les représentants de l'État. Les représentants de l'État, etc., qu'on leur a affectés. Et on voit là, il y a peut-être une avancée avec la restauration de la House of Chiefs et la restauration de ce qu'on peut appeler la Southern Cameroon House of Council. Mais, ce qu'il y a, cette loi-là a provoqué un problème, un vif débat sur la question de l'autochtonie. Vous comprenez par exemple. Donc, est-ce que ce débat-là, est-ce que cette loi-là est venue pour renforcer la cohésion nationale ou bien pour renforcer la division des Camerounais? D'abord,
Ça peut rassurer certains, le statut spécial des anglophones, parce qu'on revient là presque dans les années 61 avec la House of Chiefs. Non, on renforce l'autochtonie des anglophones. Voilà, on renforce l'autochtonie. Est-ce que 60 ans, le 1er janvier, là, nous allons fêter 60 ans d'indépendance. Est-ce que 60 ans plus tard dans un pays, lorsqu'on est encore à discuter de qui vient d'où, pour être où il sera, vous comprenez un peu, dans 2 ans, nous serons à 60 ans d'indépendance, où on doit encore classer les gens par rapport à d'où ils viennent, discriminer les gens dans leur accès aux fonctions par rapport à d'où ils viennent. Je trouve que c'est là un aveu d'échec assez important en ce qui concerne l'intégration nationale. L'aveu d'échec, moi je vais vous dire où il est l'aveu d'échec. L'aveu d'échec dont il parle, c'est ceux qui parlent comme il dit là. Ils ont demandé des tas de choses au gouvernement, au président de la République. Le gouvernement, le président de la République a tout lâché. Maintenant, il faut trouver d'autres choses. Il faut trouver des portes de sortie. Il faut. Mettons déjà en œuvre ce qui est sur la table. Mettons en œuvre ce qui est sur la table. Rodrigue Tongue, si vous me permettez 2 secondes. 2 secondes. Par rapport à votre question sur la crédibilité de la parole gouvernementale, je ne veux pas revenir sur ceux qui se sont contredits plusieurs fois en disant on va faire telle chose, les stades seront prêts en mars et nous sommes en décembre, aujourd'hui rien n'est prêt. Mais ce qui est assez observable, et là ce sont les chiffres. 2004, nous avons une loi sur la décentralisation. 15 ans plus tard, en 2019, moins de 3% des ressources ont été transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, on nous parle de passer de ces 3%-là à 15%. Au moins 15%. Au moins 15%. On ne passe pas de A. On fixe pour la première fois. Au moins à 15%. C'est la première fois qu'on fixe. Je vous dis, on a passé 15 ans pour atteindre 3%. J'ose espérer qu'on ne va pas passer 45 ans pour atteindre les 15%. Non, je suis optimiste. Nous sommes optimistes. On espère que d'ici à... Ça n'a jamais été fixé. Oui. Je crois que ça soit clair. Ça n'a jamais été fixé. La question des hommes a été posée par M. le ministre et je crois qu'elle est importante. Je voudrais dire que pour essayer au moins essayer de la comprendre, il faut remonter au structurel. L'homme est victime d'un mécanisme structurel qui finalement déstructure l'homme. Parce que l'État qui a été mis en place au Cameroun a été mis en place contre toute velléité d'éclosion de la nation. Et c'est pour cela que ceux qui avaient le pouvoir d'État au début, qui étaient des étatistes, on peut les appeler comme ça, sans volonté d'injure, se sont acharnés sur ceux qui voulaient l'éclosion d'une nation et qu'on peut rapidement appeler les nationalistes. Et ce schéma... C'est l'UPC qui parle. Et ce schéma est permanent. On le voit à chaque étape de la vie du Cameroun. Parce qu'à tous les coups, l'administration qui est au service de l'État est organisée pour que les velléités d'éclosion de la nation soient entravées. Et l'entrave s'observe dans le saccage actuel des partis politiques au Cameroun. Je pense qu'il faut lire sa société, c'est ce que je tente de faire, parce qu'on ne peut pas expliquer le Cameroun en citant Montesquieu, en citant... il faut lire la société. Et quand on observe cette structure-là, voilà, monsieur le ministre, la difficulté, les meilleures volontés que nous avons, que vous avez, sont prisonnières d'une organisation qui n'a pas été conçue par vous, qui est un costume prêt à porter. Parce que vous entrez dans une machine avec toute votre bonne volonté, mais la machine a ses rouages. Tout ce qui l'empêche de tourner est broyé. Et je crois que c'est la difficulté que nous avons dans notre administration. Et ajouter à cela les atavismes et les tares qui nous sont, ma foi, familiers, c'est-à-dire que nous avons des appétits, nous avons des, voyez-vous, mais si les structures n'avaient pas, si l'État ne s'était pas organisé contre la nation, il y aurait une conscience telle que la personne qui jette une peau de banane dans la rue s'interroge quand même et se dise, je gêne peut-être
le cycliste qui va venir, qui pourrait déraper sur ma peau de banane. Demandez à M. Mbok s'il est broyé. Demandez-lui s'il est broyé. Puisque tout ce qui veut empêcher de tourner en rond est broyé. C'est ce qu'il vient de dire. Lui, il a plusieurs fois empêché de tourner en rond, mais il n'a jamais été broyé. Il est toujours là en train de... Empêcher de tourner en rond au sein de la RDPC? Non, je pense qu'il faudra suivre M. Mbok. Je ne vous ai pas dit où, mais à plusieurs endroits. On peut valablement admettre que la mise en place d'un État est allée un peu avec des contraintes qui pouvaient annihiler la naissance d'un sentiment nationaliste. J'ai envie de dire que nationalisme et patriotisme, on peut trouver une petite différence. On peut trouver une petite différence. Même quand l'État est comme ça, on peut avoir un sentiment patriotique. Parce que lorsqu'on rentre en 60, là, voilà comment les problèmes se posent. Mais pour dire quoi, en fin de compte? Pour dire que la réforme de l'État du Cameroun, qui est en train d'être mise en œuvre, est essentiellement envoyée pour faire renaître ce sentiment-là. Parce que, au moins, comme nous sommes accrochés à notre microcosme tribal et autres, on dit des affaires locales. Oui. Non, je ne veux pas parler. Les affaires locales vont être gérées par les personnes au niveau local. On va donc voir si nous sommes encore dans cet état qui broie, qui empêche à quelqu'un de faire des choses pour le bien de sa collectivité. Et c'est pour ça que moi je salue ce code, parce que les retombées en termes de construction d'un patriotisme authentique, de nationalisme, il y a des ferments dans ce code. Mais ça renforce les particularités. Attendez, ça ne renforce pas les particularités, M. Ndjoua Moussa. Ne venez pas nous amener cette affaire. C'est la diversité, non la différence. La diversité et la différence, vous allez jeter ce que vous voulez. Nous ne voulons pas, non, c'est parce qu'on fait un chipote là sur les choses. Monsieur Ndjoua Moussa, le 246 que vous voulez poser sur cette table, qui a été débattu à l'Assemblée, qui a été approuvé, qui est une avancée sur certaines choses, autochtonie et tout le reste, c'est des choses que nous vivions sans nous plaindre. Personne ne s'est jamais plaint. Pas un gentleman agreement. Non, tous les délégués actuellement, ils sont des autochtones. Ils étaient issus de leur village de Yaoundé. Ils sont des autochtones. Aujourd'hui, on dit... Même si on a comme c'était le cas, il fallait l'établir dans un texte juridique. Ce besoin-là n'était pas exprimé tel que vous voulez le poser. Mais Patrice Ambassa, je vais prendre deux cas. Prenez deux cas. Je prends le cas de Feu Amougou Noma, qui quelquefois a été contesté à Yaoundé parce qu'à Yaoundé, on n'estimait pas qu'il était vraiment de Yaoundé. Ouais. Et je prends le cas du délégué du gouvernement à Bafoussam en ce moment, qui est originaire des hauts plateaux, Batier, et qui est contesté parce qu'il n'est pas à Bafoussam. Maintenant que le texte, maintenant que c'est acté qu'il faut tenir compte des autochtones, même si c'est les autochtones de région, c'est de la région, des autochtones de région, est-ce qu'on ne va pas vers le resserrement vers les autochtones de la ville? Est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'on ne prête pas le flanc? Non, on ne prête le flanc à rien. Il faut intégrer qu'il y a un groupe d'hommes qui doit valamment être mécontent aujourd'hui. C'est les autochtones de Yaoundé, de Douala et de Bafoussam, qui se plaignaient quand on allait prendre quelqu'un qui n'avait pas... qui n'était pas de sang pur. Ouais. On a élargi ça. Est-ce que vous avez intégré que ces gens sont en train de se plaindre? Personne n'en parle. Vous voulez qu'on ajoute quoi pour dire que l'affaire est bien réglée? On pourrait régler ça au niveau des partis politiques, Aboya Manassé. Non, c'est des investitures, parce que le maire de ville est investi par son parti politique. Il n'échappe pas aux investitures. Oui, mais il faut faire une différence entre élu du peuple et élu local. C'est ça. Et je crois que le 246 campe sur la spécificité de l'élu local qui doit refléter effectivement et l'origine et la défense des intérêts locaux. Et c'est pour ça devrait conforter les anglophones qui revendiquent
C'est un code sur la décentralisation. En réalité, qui définit le cadre juridique de la décentralisation et des collectivités locales. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de l'élu local un élu du peuple? Parce que l'élu du peuple, comme dans certains pays, c'est dans ce qu'on appelle les assemblées, le parlement du peuple, une autre appellation de l'Assemblée nationale dans certains pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas transformer l'élu local en élu du peuple. Or, les revendications, alors les résistances à l'article 246 visent à amplifier l'idée selon laquelle l'élu local doit devenir l'élu du peuple au point de plomber la spécificité justement du statut des régions anglophones tant recherché par les anglophones par exemple et pour lequel les uns et les autres visent à remettre la gestion des affaires locales aux locaux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que nous restons... On va avancer. On avance. Je vous propose quelque chose pour qu'on avance. Je vous propose qu'on sorte de notre studio, le temps de faire des réglages ici. Je vous propose d'écouter le président du Social Democratic Front qui a suivi le président Biya tout à l'heure et qui a réagi à chaud au micro de Brand Kamga. Est-ce qu'ils vont assurer? As usual, I did not see what I expected to hear from Mr. Biya. It's unfortunate that we belong to two different political parties with different approaches. So to him, he said what he had to say on behalf of his party, but listening on behalf of the Cameroonian people, I did not hear what I had expected. No, because he said last year we went through the same circumstances with renewed security concerns. But I did not hear him address those security concerns as a father, thinking of the people that are going through that. He observed, he said he observed economic growth. But the problems in the north and southwest in particular have killed the economy of Cameroon. The business people in Douala are not selling. In Yaoundé here, business are moving the way it's supposed to move. But it tells you that unless, as I said, we belong to two different schools of thought, that first as a businessman, I wanted to feel the business economy, things moving. But things are not moving. But to him, he has a growth and is very happy and satisfied with it. And he said he saw the growth in the education and in the economy. I still hold him dear because he said at one time when he taught Cameroon, he said when the only breathes, Cameroon is okay. So he might fly across Yaoundé and see people. He thinks that Yaoundé is breathing. Pour cet élément, nous avons écouté Ni John Fundi, le temps que la régie nous permette de reprendre la main. Voilà. Nous avons écouté Ni John Fundi, le président du SDF, qui reste cohérent. Il estime que le discours du président était un peu vide, ne correspond pas aux attentes des populations dans le nord-ouest malgré la mauvaise qualité du son. Selon Yvonne B, quelle réaction après la sortie de votre président? I think the most, what I really got from there is that the president in his speech mentioned the economy of Cameroon and did not give Cameroonians how much the crisis in the two regions have impacted the economy of this country. We can't pretend that the military that has been sent to the field every day is for free. Has that crisis impacted the economy of this country or not? I think he went back to what you said, that he did not show empathy to those who are affected by the crisis. Nothing has been said as to reconstruction. I even ask for
just shelters now to accommodate Cameroonians of these two regions who some are sleeping on the streets. Shelters. I think we have solutions we can propose, and that this, I mean, we begin to think that we are going to a solution. You people mentioned these texts. We talked of food stuffs, I think 20 trucks that were, the Northwest and the Southwest were almost the breadbaskets of this country. I know where I come from. We work. My parents have never been lazy. Community development originated from us. Self-help originated from us. Village development organizations originated from us. PWD. Cooperatives, credit unions originated from us because we knew the people could reconstruct their lives. Stop these ready-made proposals, this window dressing. You don't ask me so what. It is your failures, like Mr. Bia's ministers, that is impacting Cameroon today. Don't come and sit on a platform and you think because a speech has been made, it's already a solution to the problems Cameroonians are going through. The problems are deeper, and we think. If not, I would even want to question, if you were so perfect as minister, some have been there for 20, 30 years, what happened? You were chased, and today you're going back to whether to want to be mayor. Please, governance, Cameroonians, let's change our mindset and think Cameroon. It's my mentality. I like it because you've been too provocative. Non, nous n'allons pas ouvrir des débats identitaires. Cameroonians, no, identitaire. You people said there is autochtone is going to please Anglophones. Anglophones have become a tribe in Cameroon. English language has suddenly become a tribe that you assimilate 20% of the country and call them Anglophones. I heard you talk of Yaoundé and talk of the Betis, the Ewondos, who were fighting but you generalize, globalize Anglophones as a tribe. We are not. Mais le président ne parle pas d'anglophones, le président parle des ressortissants du Nord-Ouest. When he says that, they say les anglophones. Les anglophones, c'est un langage. English is a language. C'est générique et c'est dans la rue. Le SDF n'a aucune emprise sur les gens qui combattent au sud-ouest, au nord-ouest. Who told you that? Aucune. You have aucune emprise. La preuve, le chairman a été enlevé plusieurs fois. On l'a enlevé, on l'a séquestré. Qui a l'emprise? Ce qui se personne, justement. Voilà, il faut dire ça. Il faut pas je le dis. C'est pas le SDF. Il faut dire que ça a dépassé les Camerounais. Vous ne revendiquer quelque chose. Je ne revendique pas. C'est pas moi qui a cette crise. Vous ne maîtrisez rien sur c'est pas le SDF qui a organisé la crise. Non, mais Yvonne parle en tant que ressortissant du Nord-Ouest. Du Nord-Ouest. Je pense que j'ai perdu. J'ai compris ça. Il ne faut pas que Yvonne Bi pense que, parce qu'elle a fait la coopérative chez elle, we did. Je ne la fais Community pas development began from us. Non. Ça, c'est des revendications qui n'ont pas de place ici. Self-help, if you don't give us food. Peut-être c'est la réalité de la revendication. It's the truth. He does not master it and say you don't. Qu'on nous laisse un peu ce genre. Say you don't. C'est qui entretient It's antagonizing you. Ils sont une tribu. I am telling you, we are not a tribe. Mais ils ont bien Cameroon has copied so much from this Yvonne Bi, s'il vous plaît. C'est bien le pouvoir qui a prévu un statut spécial pour ces deux régions. Why? Le pouvoir de Yaoundé. Le projet de loi est une émanation de l'exécutif qui a prévu un statut spécial pour les deux régions et donc a créé un bloc. Symboliquement tout au moins. Et qu'est-ce qui était demandé par ce bloc? Voilà. Non, admettons d'abord qu'il y a ce bloc. Répondez-moi, qu'est-ce qui est demandé par ce bloc? Un État fédéré, non? Oui, non, pas tout le monde. Pas tout le monde, fédéré. Pas tout le monde. Pour le parti en pas tout le monde. Mais dans la situation... Un État fédéré. Je sais encore faire cette différence. Le chairman a demandé au grand dialogue un État fédéré dans une république fédérale. De revenir à l'État fédéré dans la république fédérale. Oui, je voudrais permettre que je pose cette question à Patrice Ambassala. On a créé un bloc dans le statut spécial. Statut spécial pour le Nord-Ouest
et le sud-ouest. Parce que les anglophones revendiquent plus d'implication dans la gestion des questions locales. Ils veulent qu'on reconnaisse une spécificité. Oui. Le régime spécial, c'est reconnaître une spécificité linguistique et culturelle. Oui. Et c'est ça que le statut spécial constitue. Oui. Maintenant, être impliqué dans le substrat de la gestion, spécificité, c'est quoi, Patrice Ambassala? C'est la langue, oui. tout ce qu'on a le oui. commun. Mais surtout la participation à la gestion des questions locales. Pourquoi surtout? Ce n'est pas cela? Non. Il y a ça aussi. Vous m'avez posé une question, vous voulez que je réponde avec vos mots? Non. Je vous dis, la spécificité est linguistique et culturelle. Nous sommes dans le cas d'un État judiciaire aussi. Oui, judiciaire. Oui, tout ça rentre dans la culture. Et maintenant, nous sommes dans un État décentralisé. Le plus grand package, c'est de transférer aux collectivités locales la gestion des affaires locales. Ça coïncide avec ce que Mme Bi est en train de décrire. Que nous aussi, nous demandons de ce côté de la République. Donc, il ne faut pas penser que quand on reconnaît une spécificité linguistique, judiciaire et tout ça, par rapport à un passé colonial, qu'on est en train de faire un bloc qui fait qu'on est en train de les rendre en une tribu. Non, c'est pas ça. Adjoa Moussa, on sort de la question anglophone par là, parce qu'il y a les questions politiques qui ont une connexion forcément avec la crise anglophone, parce qu'il y a des élections législatives et municipales qui vont permettre de résoudre ou de mettre en place les propositions du Code général de la décentralisation au Cameroun. Oui, moi je voulais tout simplement qu'on s'entende sur un minimum de choses. Parce qu'on est là pour créer les antagonismes sur ce qui ne devrait pas. Franchement, lorsque moi aujourd'hui, j'observe, moi je suis né, j'ai grandi à Douala par exemple, j'observe la réalité de la vie des Camerounais au quotidien. Et que l'État travaille, au lieu de travailler plutôt à intégrer les Camerounais, travaille plutôt à les séparer au quotidien davantage. C'est-à-dire qu'on est parti même du clivage anglophone-francophone, on sera maintenant dans le clivage autochtone allogène, et plus tard on va aller encadré par la loi. Encadré par la loi, c'est ce qui est le plus dommage. Et pour revenir au discours en lui-même tout à l'heure, les gens estiment, et ça a été dit sur ces plateaux, qu'ils ont déjà trop donné et que la main ne sera plus tendue. Ça a été dit sur ces plateaux. Yes. Et qu'ils estiment qu'on en a trop fait et que ces anglophones-là exagèrent. Non, ça n'a pas été dit sur le plateau. Quand on dit que la main ne restera pas tendue, non, mais ça n'a pas été dit. Dites que c'est votre interprétation. C'est mon interprétation. Voilà. D'accord. Voilà. Bref, vous dites que la main ne restera pas totalement tendue. Cela veut dire que quoi? Que si la main ne reste pas tendue, vous allez fermer la main. Pour faire quoi? Pour écraser. N'est-ce pas? C'est ce que les gens qui sont en train de nous écouter vont comprendre. Joël Moussa, on va parler vers un failed state. Non. L'État ne va pas tomber. Il faudrait que l'État ne doit pas tomber. Et le président de la République prête serment de conserver l'intégrité nationale et l'unité. Donc le président de la République, on est au moins d'accord qu'il ne va pas aller de concession en concession jusqu'à la faillite de l'État. Je vous dis ceci, oui. Le président préserve trois choses. L'intégrité territoriale, la stabilité institutionnelle et l'unité nationale. Il faudrait qu'on se comprenne bien. Alors ces chefs d'État doivent veiller à ce que les gens n'aient pas l'intégration nationale. C'est quoi l'intégration politique? C'est veiller à ce que les gens ne s'identifient pas à des niveaux intermédiaires avant la nation. Lui-même, le président de la République, a dit dans plusieurs de ses discours qu'on doit d'abord être camerounais avant d'être ceci. Mais aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'on doit d'abord être anglophone ou francophone avant d'être camerounais. Pire encore, on doit d'abord être avant d'être camerounais. C'est assez dangereux à mon avis. Mais c'est un débat qui va s'enrichir certainement. La loi n'est pas écrite sur du marbre. Oui. C'est une formule présidentielle. Oui. Peut-être qu'elle pourra être amendée prochainement. On touche des questions graves à ce niveau-là. Et tout à l'heure, parce que la question de l'anthropologie qui a été posée, la question de l'homme camerounais, etc., voyez-vous, il ne faut pas être distrait
Nous avons parlé tout à l'heure d'une structure d'entrave face à la volonté d'éclosion d'une nation. Je crois que ce n'est pas un schéma abusif, il n'est pas excessif. Mais il se trouve que justement, comme cet État mis en place par les autres ne pouvait pas promouvoir l'éclosion de la nation, l'État a utilisé des armes contondantes. C'est-à-dire, c'est des armes qui vous tuent, mais il n'y a pas écoulement de sang. Vous ne voyez pas le sang, mais on vous a frappé, vous décédez. Eh bien, ces armes, c'est les lois. Les lois, pour avoir été législateur, je sais bien comment se prennent les lois dans mon Parlement. Eh bien, c'est des projets de loi, jamais de propositions. Eh bien, je parle sous le contrôle de monsieur le ministre, qui a été un acteur important, ministre délégué, chargé des relations avec les assemblées. Eh bien, cet État prêt à porter a fonctionné sur la base des lois qui ont été utilisées comme des armes contondantes. Parce que c'est dans la loi même qu'il y a des problèmes. C'est la loi qui couvre les problèmes dont souffrent les Camerounais. Quand vous parlez de la transparence électorale, on vous dit la loi a dit que, mais c'est dans la loi qu'il y a la fraude. Quand on parle de la question qui vient d'être évoquée par M. Njoya, montre que c'est dans la loi maintenant qu'on va saucissonner les populations du Cameroun. Eh bien, lorsqu'on est face à un État scissionniste qui frustre peut-être la volonté de fédération des Camerounais, ne soyons pas surpris qu'à force de subir des frustrations comme certains en ont subi pendant longtemps, on se convertisse à tort ou à raison. Mais Charlie Gabriel, on dira, je vais terminer. On dira comme on dit chez nous, oui. C'est les anglophones qui avaient commencé. Alors, il peut donc naître des sécessionnistes qui n'ont pas des armes contondantes comme l'État qui les frustre, mais qui vont être obligés d'utiliser des armes. C'est-à-dire les anglophones ont voulu, et l'ont dit très haut, alors, cela ils ont voulu qu'on tienne compte de leur spécificité. En réalité, la question... Pourquoi on l'admettrait pour les anglophones et pas pour les autres? Mais c'est justement la problématique que je voudrais poser. Parce qu'à partir du moment où on spécifie des spécificités, il n'y a plus de limite. Le Cameroun est un corps... La volonté, je crois, la volonté du chef de l'État même, c'est de considérer le pays comme un organisme qui a des organes. Regardons-nous. Nous avons des organes, le cœur, les yeux, les oreilles. Mais c'est parce que nous sommes une fédération que nous fonctionnons comme êtres humains. L'oreille ne fait pas le travail de l'œil. La jambe ne fait pas le travail du pied. Mais c'est lorsque ces organes fédèrent leurs compétences que l'être humain peut fonctionner. Que c'est un fédéraliste. Voilà donc la problématique. Donc il ne suffit pas. Il ne suffit pas de spécifier parce que c'est encore séparé. Il faut maintenant se rendre compte que le défi du Cameroun, si on veut un Cameroun nouveau, comme on a dit dans le discours, si on veut un Cameroun nouveau, il faut concevoir un Cameroun qui soit un corps social. Le président d'ailleurs dit qu'il prend forme. Les organes vont se fédérer leurs intelligences, et les intelligences vont fédérer leurs compétences. Ça, c'est l'avenir. Et à partir de là, beaucoup de choses pourront même se faire par-delà, au-delà des partis politiques. Ce sera transpartisan. C'est un rêve auquel les Camerounais ont droit. Martin Luther King n'a pas lui seul le droit de rêver. Charlie Gabriel, nous rêvons avec vous également. Alors, le président a confirmé, est-ce qu'il faut le dire, le président a confirmé qu'il y a des élections le 9 février prochain. Est-ce qu'il y en a qui en doutaient? Yvonne B, vous doutiez de la tenue de ces élections-là? Like the SDF put up candidates for the elections. But I have this pertinent question. Elekam branches in that region have been absent for as long as, I don't know how many registered, I don't know if they can confidently tell us that in the Northwest and Southwest, we have this number of registered voters
who are still resident there, who will come out on this day and choose those who would lead them for the next 5 years. We are talking about local elections, what every Cameroonian aspires to contribute to their well-being. When the extraordinary session was called, I thought it was for these 2 regions, for partial elections to be organized in the other 8 regions. And these 2 regions kept aside for a solution to be sought. Even those who are internally displaced, are they not Cameroonians? Don't they have a right to participate in choosing those who will govern them, or especially locally? Because the presidential elections, we could call that was, the whole nation was one constituency. But when we look at the stakes of these elections, are we really sincere with ourselves that we want a united Cameroon, a peaceful Cameroon, and we expect inhabitants of those 2 regions to come out and vote? Let me remind us, during the presidential elections, people voted at upstation where it is secured. People voted in barracks where it is secured. There were no polling stations in the quarters. Where are we going to get polling agents to even put their lives on the life or on death trap to go and monitor elections? Please let Cameroonians be sincere. Let's be sincere with ourselves. The situation on the ground in these 2 regions cannot be favorable for any peaceful elections. Alors, je voudrais vous poser cette question qui coule de source. Est-ce que, après ce constat, et vu les conditions que le ex-DEF a fixées, par la voix du premier vice-président Joshua aussi, on peut penser que les conditions ne sont pas toujours réunies pour la participation du SDF à ces élections? I think the politics of absence had been proscribed in an SDF convention. Vous avez retenu les leçons de 92. Does not mean the state cannot play its free role to say it is insecure for citizens of these 2 regions to come out. The SDF is not only present in those 2 regions. We are not also egoistic. We should think of Cameroonians of the other areas who want to be mandated to lead their people. Those candidacies were put. When we talk of withdrawal, I don't think 29 years in politics will come today and start behaving childish. The SDF remains constant. We've put our list, but I think something can be done. A head of state just make a speech. He should consider the situation in these 2 regions. Il nous reste 10 minutes, nous allons réagir chacun à cette question. Nous n'allons pas réagir aux propos du précédent intervenant, Grégoire Ona. Le président appelle tous les Camerounais à participer massivement aux élections du 9 février prochain. Le RDPC est quasiment présent dans toutes les circonscriptions. Est-ce que, au vu de la carte des candidatures, avec peut-être 33 sièges déjà acquis pour le RDPC, parce qu'il n'y aurait pas de concurrence, vous ne craignez pas quand même qu'au lendemain du 9 février, on vous remette à la figure la question de la majorité obèse? Est-ce que ça ne vous gêne pas au RDPC? D'abord, je dois dire que je me réjouis qu'on revienne au discours quand il ne reste que 10 minutes. Si je vous accuse d'avoir favorisé cela, vous allez vous en défendre. Mais je crois qu'il est important de rappeler, de dire que ce discours trace bien le chemin. Ce qui a été demandé a été fait. Maintenant, il faut qu'on aille à l'implémentation. Tout ça ne peut pas se faire en un jour. Mais il faut qu'on commence. Je crois que c'est ça qui est important. Et c'est là que le président, il fait bien le choix. Il dit, on ne peut faire un autre choix que de combattre ceux qui vont rester dans la violence. Et il continue de tendre la main. Ça, c'est important. Il a commencé à tendre la main. Il continue de le tendre. Mais à un moment donné, on ne va pas continuer
de laisser les gens faire la violence au détriment des populations qui souffrent. Il dit d'ailleurs que l'armée va être professionnelle, mais ferme. Voilà. L'armée va, à un moment donné, il y aura plus de tolérance. Donc, moi, je crois que les élections vont avoir lieu, comme le corps électoral a été convoqué. Est-ce qu'on n'a pas peur d'une majorité obèse? Non. En démocratie, on sait, la majorité, c'est 50% des voix plus une voix. Maintenant, si nous avons plus que ça, nous n'allons pas refuser parce que les gens ne se sont pas présentés. Mais nous, on a préparé la compétition pour la gagner. Voilà dans quel état d'esprit le RDPC va aux élections. Il a préparé la compétition pour gagner. On va respecter les règles. Et c'est ça à quoi on invite les Camerounais. Respecter les règles. Le président l'a bien rappelé dans son discours. Nous devons apprendre à respecter les règles, à respecter et à aimer notre pays. La démocratie commence aussi par là, par le respect des lois et des règles. Et vous constaterez que beaucoup d'acteurs de la politique au Cameroun sont essentiellement des gens qui veulent respecter les règles qu'ils font eux-mêmes, des choses qui les arrangent, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas avec écrites. Une Assemblée nationale à 148 députés en 2013, on peut penser que la majorité des acteurs politiques sont du RDPC. Et donc, c'est eux qui imposent les règles personnelles. Justement, il n'est donc plus normal qu'on laisse une minorité imposer la violence aux Camerounais. Mais vous parlez de la majorité des acteurs. Oui, mais je vous dis, c'est le RDPC. Mais je vous dis aussi que la minorité qui impose la violence, il n'est pas normal qu'on continue à la tolérer. D'accord. Parlant de... Je suis bien votre regard, le président de la République a un peu invectivé quand même. C'est notre interprétation. Ces Camerounais de l'étranger qui ont parfois perdu la nationalité camerounaise et qui ne font pas toujours preuve de loyauté vis-à-vis de cette nationalité-là. Les mots sont de moi. Le président de la République a invité la diaspora notamment à laisser libre cours à l'expression de la démocratie via des élections comme celle du 9 février prochain. Comment avez-vous apprécié cette posture présidentielle? Moi, j'apprécie cette posture du président parce qu'il est ferme. Il est ferme, mais il prévient quand même. Parce que il rappelle, c'est aussi ça le rôle du leader, de rappeler les règles avant de pouvoir éventuellement agir. Moi, j'apprécie cela. C'est un signe de pédagogie, c'est un signe de tolérance, c'est un signe de volonté de voir les choses aller mieux et de rester sur le droit chemin d'où nous n'aurions jamais dû partir. La question de la diaspora et de la base, le mot est lâché. Oui, je pense que le président de la République n'invective pas. Je crois que le mot... J'ai dit qu'il était le mot. Oui, c'est pour cela qu'il est mal placé, justement, le mot invectiver, qualifiant le propos, le discours présidentiel. On ne fait pas un discours pour invectiver, mais c'est une prise de parole officielle qui invite ceux qui croient faire la politique en restant campés sur les réseaux sociaux à venir briguer ouvertement la légitimité populaire. Seule la légitimité vous donne le droit de parler au nom du peuple. Moi, je pense que il a fait un constat de ce que les réseaux sociaux ont pris en otage la politique au ras du sol, c'est-à-dire celle qui est faite par les acteurs sur le terrain, menée par les hommes politiques qui font campagne pour solliciter les suffrages des citoyens. Donc, il ramène les uns, voilà, il ramène les uns et les autres. Est-ce que lorsque le président parle d'attaque personnelle, il parle de lui, Paul Biya, et peut-être de ses ministres qui ont quelquefois été attaqués en Suisse, en France? Non, je pense pas. Beaucoup de Camerounais... Vous avez appelé ça invective, vous pensez qu'il parle de quoi? Beaucoup. J'arriverai à vous, Patrice Ambassa. Vous aurez votre temps de parole. La question. Je vois que vous piaffez d'impatience, mais pour le moment, c'est Aboya Manassé. Beaucoup de Camerounais se sont sentis
frustrés par des attaques personnelles. Ce ne sont pas seulement les politiques, mais les paisibles citoyens sont pris en invective justement parce qu'ils ont exprimé une moindre opinion, voire une velléité de soutien par rapport au parti au pouvoir. Vous savez, il y a même eu des plaintes. Même pas seulement. Il y a des épithètes d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, moi, je pense que le chairman Froundi a été invectivé. La vie politique a perdu en qualité, en débat, à partir de ces épisodes sur les réseaux sociaux qui ont complètement dénaturé le but même de la politique, qui est aussi de respecter l'opinion des autres. Moi, je pense que le ministre Grégoire Oranda l'a rappelé tout à l'heure, le président revient à la pédagogie au B à bas de ce que devait être la démocratie, en commençant par le respect du règne de la loi. La loi fixe le là, les uns et les autres doivent se conformer à la loi pour rendre la démocratie efficace avec un ancrage significatif sur le terrain. Alors, est-ce que le candidat que vous êtes, Patrice Ambassa, pour la commune pour les élections municipales à Ayos, se sent inquiété par cette déflagration sur les réseaux sociaux? Parce que le président parle de légitimité sur les réseaux sociaux, contraire à la légitimité qu'on acquiert à travers les urnes. Donc, je pense qu'il faut d'abord admettre que l'action du président de la République vise à constituer un front républicain et patriotique. S'il y a un parti dans ce pays qui critique une partie de ce discours vis-à-vis des sécessionnistes, il faut qu'on s'interroge sur son caractère républicain et patriotique. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et les gens qui sont dans l'action politique ici ont besoin d'avoir un consensus minimal sur l'intégrité du territoire. On ne négociera avec personne. Tout parti qui fait de la politique au Cameroun doit le dire. Et il n'est donc pas question d'aller se mettre à chercher quelqu'un qui fait du sécessionnisme pour dire qu'on veut régler un problème. La fermeté est de mise, elle est bien placée. Donc, ne me ramenez pas à la commune. La commune d'Ayos a des gens qui lisent les réseaux sociaux, comme ici. Ça peut pourrir la campagne. Je n'ai pas besoin d'aller à Ayos pour savoir que, et le caractère pédagogique du discours du président est à saluer, parce que je n'ai pas vu tous les leaders de l'opposition qui ont parlé et qui parlent depuis. Je n'ai jamais vu un recadrer les talibans que vous décrivez dans les réseaux sociaux là. Aucun. Personne n'a eu à recadrer. Les talibans, c'est en Afghanistan, monsieur le ministre. Non, mais vous comprenez aussi. Vous êtes Camerounais, vous comprenez. C'est pas sûr que tous les téléspectateurs comprennent. C'est pour ça que je fais cette relance. Les gens qui sont ces politiciens de la dernière heure là, des réseaux sociaux, des plateformes de la diaspora, devraient avoir été recadrés 1 ou 10 fois depuis. On n'a rien entendu systématiquement. Nous avons donc un souci avec la pollution des réseaux sociaux. On n'a plus autorisé l'affaire, c'est censé. Alors, Charlie Gabriel Bon. On ne peut pas être en train de chercher à être l'alternative et ne pas commencer à poser. Charlie Gabriel Bon, je reviens avec vous sur le culturel. Le président a tancé certains journaux. Moi, journaliste, j'ai envie de dire, il a osé, mais c'est essentiellement corporatiste. Ce n'est pas un affront au président de la République. Le président a tancé certains journaux qui seraient des relais de ceux qui en question des élections. Pas seulement. Du processus électoral qui aboutit à la désignation des représentants. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Ils contestent. Oui. C'est à moi que la question a été posée. Oui. Donc, c'est à moi. Je vous sais proche des questions de contenu médiatique. Je suppose que le président sait de quoi il parle. Tout comme il sait que la plupart des journaux bourgeonnent à certains moments comme des champignons, financés par ceux qui veulent les financer,
pour des objectifs qui leur sont propres. À partir de là, on ne peut pas remettre en question une pratique qu'on n'a pas tout à fait condamnée au sein de sa propre maison, puisque moi qui suis obligé de tenter de lire la société, je lis aussi les journaux qui parlent de cette société. Et je sais que des pseudonymes se multiplient, beaucoup de gens ne signent plus par leur nom, parce qu'il y a ceux qui ont des moyens, qui commandent des articles contre M. X, contre M. Y, pour tel et pour tel. Alors, l'information jusque-là était un produit qui était offert. Aujourd'hui, c'est une marchandise pour certains qui est monnayée, vendue. Et la pratique est telle que on ne peut pas parler de ceci sans c'est parler d'eux que de le soi. président parle. Et ce que je voudrais dire, Il veut parler. C'est de tout ce que Charlie Gabriel Mbok dit que le président qu'il y a aussi la presse du pouvoir. C'est de tous ces journaux-là que le président à la fois. parle. C'est une bonne nouvelle pour la presse. Comme je ne l'ai pas entendu comme ça, je m'excuse. C'est une bonne nouvelle pour la presse. On sort, Charlie Gabriel Mbok. Ce sera peut-être mon dernier mot. Oui. Alors, je voudrais dire une chose très simple. Quelle que soit la situation, il y a une mythologie, la mythologie judéo-chrétienne, qui parlait de la 100e brebis. Ouais. Vous en avez 100. Il y en a une qui s'est égarée, à tort ou à raison. Que fait le bon berger? Il laisse d'abord les 99 et il va chercher la 100e. Étourdi ou non, terroriste ou pas, il va chercher la 100e brebis. Ben, c'est ce qu'il est en Parce train de qu'il faire. faut que le compte soit complet. Et on ne menace pas la 100e brebis de ces soldats. Je voudrais, pour finir, citer Kennedy, qui a souvent été cité par le président de la République. Parce qu'il nous disait de temps en temps, ne demandez pas ce que votre pays a fait pour vous. Il le disait aux jeunes. N'est-ce pas? Il le disait aux jeunes gens. Mais c'est le même Kennedy qui disait qu'il faut laisser son pays meilleur qu'on ne l'a trouvé. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui monte, qui nous interpelle, qui veut même régler des comptes avec nous. Parce que nous avons persisté dans la langue de bois. Nous croyons que quand une loi est scélérate et qu'elle nous arrange, nous devons la maintenir et il faut respecter la loi. Eh bien, quand il y a une loi, la légalité n'est pas la réalité d'un pays. Je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on a suivi le 37e chapitre d'un livre écrit par M. Biya. C'est le 37e discours de fin d'année. Voyez-vous, quand vous êtes obligé de lire un livre qui a 37 chapitres, vous vous posez la question de savoir... C'était 37 pages. N'est-on pas en train de prouver l'incapacité de s'arrêter? C'est une forme d'incompétence aussi. Qui ne sut se borner, ne sut jamais écrire. C'est ça. Ça ne fait pas partie du contenu du discours, ça. Joël Moussa, vous jetez un regard panoramique. Oui, moi, ce qui m'interpelle surtout, moi je dirais que, surtout à l'adresse des acteurs politiques qui sont engagés dans le processus électoral ou pas, à la faveur des élections du 9 février, moi je dis, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure là, les différents états-majors doivent recadrer leurs troupes. Quant aux propos haineux, aujourd'hui, la politique est tombée très bas. Moi, je me rappelle les années 90, c'est-à-dire que les Charlie Gabriel Mbok écrivaient, comme là, les Mongo Betty répondaient, Cameroun, l'intention démocratique. L'intention démocratique. Les Mongo Betty répondaient, les Achari Nyeman écrivaient, les l'idée sociale, Maurice Kamto, Maurice Kamto, etc. Le débat était à un certain niveau. Aujourd'hui, vous avez un groupuscule de Camerounais qu'il suffit de ne pas penser comme eux, d'une once, ou bien d'un iota. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit que cette chemise-ci est peut-être blanche, vous dit que non, il y a quand même la cravate bleue, alors vous devenez sardinat. On va aller chercher à déterrer comment votre fille n'a pas été dotée, comment votre mère était ceci, comment votre enfant vit aux États-Unis, etc. Et on est là-dedans.
on est revenu à une époque pré-politique, à l'ensauvagement d'un État à un niveau où c'est vous certainement, on fait bien certainement les attaques personnelles dont parle le président. On va sortir, puisque nous sommes tenus par le temps. Au-delà des attaques personnelles, il y a même des appels au génocide. Lorsqu'on appelle à tuer tous les boulous, par exemple, à tuer tous les bamouns, entre les boadios de moutons, donc on considère que ça n'a pas été dit. Et que ceux-là vendent des tasses ou des t-shirts aux effigies d'un certain nombre de leaders politiques et que cela ne désolidarise jamais, franchement, je pense qu'on atteint le fond. Alors, le président de la République que je vous propose d'écouter pour sortir de ce débat, Grégoire Ona, Aboya Manasseh, Patrice Ambassalan, Joya Moussa, Charlie Gabriel Mbok et Yvonne Bi, merci d'avoir veillé avec nous pour essayer de comprendre ce discours présidentiel. Je vous en propose d'ailleurs un bout sur l'emprise du politique sur les questions économiques qui peuvent permettre de faire bouger quelque chose dans le panier de la ménagère. C'est sur cet extrait que nous vous souhaitons bonne année en compagnie des programmes de Canal d'International. Il y aura un concert pour le compte à rebours autour de jusqu'à minuit. Retrouvons-nous dans la suite de nos programmes au-delà de minuit, au-delà de 2020. Bonne année à tous. Bonsoir. En ce qui concerne la croissance de notre économie, je crois pouvoir dire qu'elle évolue de façon plutôt satisfaisante, même si elle reste contrariée par, entre autres, un contexte international incertain. Dans la période récente, un travail considérable a été accompli pour redresser la situation dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le FMI. Notre croissance a repris. L'inflation est maîtrisée. Les déficits budgétaires et extérieurs sont contenus. Notre dette publique reste soutenable. Le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour 2020, présenté récemment devant l'Assemblée nationale, se situe dans cette continuité. Il repose sur une hypothèse de croissance de 4%, ce qui devrait nous permettre de rester sur la trajectoire de l'accès à l'émergence en 2035. Cet objectif est d'ailleurs repris par notre projet de stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030. What we need is love. What we need is love. Everybody's looking back in anger, all the sufferings we've gone through. Yes, I see on your face memories of gloomy days and the nights of nightmare. Fresher memories of freedom fighters breaking up all the rules, protest marches and gunshots. So many people rush to the grave, their bitter race. History heroes. Let's come together, all Cameroonians. Let's come together. Cameroon will be a better place. One love, one heart, one people, one nation. We know it, we can't deny it. Love is what we really need. One love, one heart, one people, one nation. We know it, we can't deny it. Love is what we really need. It's so ridiculous to see brothers fighting against brothers. It's so sad to see sisters hating sisters.
crashing around us and we don't seem to care. I wonder why nobody listens to the voice of reason. Let's come together, all Cameroonians. Let's come together. Cameroon will be a better place. One love, one heart, one people, one nation. We know it, we can't deny it. Love is what we really need. One love, one heart, one people, one nation. We know it, we can't deny it. Love is what we really need. The road behind is full of pain and the one ahead may be worse. But I believe with the beat of love we can take all the challenges. With mutual understanding we can find an easy way out.